Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1110 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 novembre 2025. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Krief d'Objectif Bastille et le photographe Sébastien May pour cette masterclass consacrée à la photographie de grands singes. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Jean-Michel, Sébastien, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, et cette semaine, ça va particulièrement pas être facile. Première question pour toi, Jean-Michel. Quelles sont les principales espèces de grands singes que l'on peut espérer rencontrer et photographier dans la nature ou dans les réserves naturelles? Ah bah, le chimpanzé, bien sûr, en Ouganda, par exemple, le gorille, hein, les 2 espèces de gorilles, en Ouganda, et RDC. Vous pouvez également, aller voir des orang-outans, à Bornéo. Voilà, après, Le gibbon, le bonobo, on n'en a pas du tout parlé. On les alors classe pas parmi les grands singes? le bonobo est un grand singe, c'est la 2e espèce de chimpanzé, hein, donc le chimpanzé OK. nain. Le gibbon n'est pas un grand singe, c'est un apes, mais c'est pas un OK. great apes, voilà. Sébastien, la majorité des espèces de grands singes sont en danger et pour certaines en danger d'extinction. Quelles en sont les causes? La majorité des causes, on va dire, c'est quand même le recul de l'habitat, qui enchaîne, tout un cortège d'autres causes derrière. C'est-à-dire que quand vous rentrez en forêt, bah, vous déforestez, vous détruisez l'habitat, vous augmentez la proximité avec les animaux, donc vous pouvez diffuser des maladies. Les gens qui rentrent en forêt, en général, ont besoin de se nourrir, donc du coup, ils peuvent chasser. Alors souvent, les grands singes ne sont pas forcément la cible principale, mais il y a des pièges qui sont posés pour les antilopes ou autres. Les grands singes se déplacent beaucoup au sol, se prennent dans les collets, et les collets, c'est du câble, de vélo, hein, donc une fois que ça a serré, que c'est rentré dans les chairs, c'est pas très bon, quoi. Et à cela vient s'ajouter le trafic, bien sûr, pour des gens qui veulent, récupérer des animaux, de compagnie. Jean-Michel, qui était Jeanne Goodall et en quoi son travail sur les chimpanzés a été si important? Tu Bah, as c'est 2 minutes. Même pas. Jane Goodall, c'était la pionnière, c'est la première scientifique qui a commencé à observer les chimpanzés en Tanzanie. Donc, elle a été celle qui a mis en lumière les chimpanzés et les grands singes également. Est-ce que tu peux nous parler d'une certaine Sabrina Krief? Alors, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est également une primatologue qui est professeure au Muséum national d'histoire naturelle et qui étudie les grands singes depuis plus de 20 ans et qui est la présidente du Sebitoli Chimpanzee Project et qui est accessoirement mon épouse. Et qui a beaucoup travaillé sur l'automédication. Tu peux nous en dire peut-être un mot? On en a très peu parlé, mais dans toute, aussi cette observation naturaliste, hein, on a parlé de photographie, d'observation aux jumelles et de connaître, les éléments qu'on photographie. Tu nous as beaucoup parlé des plantes à un moment donné parce qu'il y a pas de hasard, elle s'intéresse, au sujet. Oui, c'est donc les plantes médicinales mangées par les chimpanzés. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un chimpanzé va se nourrir toute la journée et puis à un moment, il va aller manger une plante en toute petite quantité. Ces petites plantes en petite quantité ont attiré l'œil de Sabrina. Elle les a collectées, elle a fait des extractions pour voir les propriétés thérapeutiques que pouvaient avoir ces plantes. Et elle a découvert, par exemple, certaines avaient une action sur le paludisme. Voilà, donc c'est l'essentiel de son travail de recherche. Sébastien, pourquoi tu t'es lié d'intérêt pour les gorilles? C'est lié avec la rencontre d'une femelle, hein, dans un parc zoologique qui est venue me voir, derrière sa vitre et qui a planté ses yeux dans les miens. Ça a pas duré très longtemps, mais ça m'a marqué en vie. Vous voulez essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce regard, vous y retournez et vous passez votre temps et vous ne pensez plus qu'à ça. Vous dévorez toute la bibliographie et vous avez mis le doigt dedans. À quoi ça ressemble les conditions de prise de vue quand tu es sur le terrain dans des réserves naturelles? Ça peut être assez variable. Dans l'ensemble, ça reste de la forêt, tropicale, hein, donc c'est plutôt sombre, hein, c'est plutôt humide. Il y a des fois, vous pouvez arriver, ça nous est arrivé une fois de ne pas voir les animaux, hein. Il y avait un brouillard, on ne voyait pas à 10 mètres, donc mais c'est l'occasion de faire des images, gorilles dans la brume aussi. Enfin, on a des situations qui sont un petit peu variées, mais globalement, c'est jamais très lumineux. Jean-Michel, quel matériel photo privilégié pour mettre toutes les chances de son côté?
Alors, on oublie. Hormis un 400 Reste mm de tranquille, hein. 8. Ouais, et ouais, un, reste tranquille. un hein. truc accessible à nous tous. D'accord. Alors, je vais dire un Neo R6, Mark II ou Mark III si vous pouvez. Voilà, un 100-500. Et vous allez faire beaucoup de choses avec ça. Ah, pourtant, il n'est pas très lumineux. Mais du coup, on va pousser les ISO. On va pousser les ISO et puis on a l'avantage quand même avec le 100-500 et le R6, c'est quand même très bien stabilisé. Donc, on arrive à un résultat qui est très bon. Parce que tout ce travail se fait très généralement à main levée. On a oublié de le préciser tout à l'heure. Jean-Michel, toujours, comment se déroule la phase d'approche et finalement une session de prise de vue une fois qu'on est au contact des animaux? Tout simplement, on essaye de s'approcher doucement. On garde une distance de sécurité pour l'animal surtout. Hein, c'est surtout pour lui qu'on fait ça, pour éviter de transmettre des maladies de 8 à 10 mètres. Et on essaye un peu de se fondre dans l'habitat, de ne pas les déranger. Et une fois qu'on les sent en confiance, on peut commencer à faire son travail photographique. J'ai entendu parler du fait de devenir caillou pour être le plus neutre possible. C'est ça, en fait. Ce qui est important, c'est que toutes ces règles-là, elles dépendent énormément des individus que vous allez photographier. Donc, dès que je sens que l'individu n'est pas en confiance, je recule et je le laisse. Et pour terminer, Sébastien, quelles sont les solutions pour pouvoir observer et photographier ces animaux sauvages? Les solutions en milieu naturel ou en parc zoologique? Je pense qu'on peut évoquer les deux. En parc zoologique, ce sont des espèces qui sont assez répandues, hein. Les 3 grandes espèces, orang-outan, gorille et chimpanzé, vous les trouvez un peu partout en Europe. Les bonobos sont plus rares, vous en avez à la Vallée des Singes, vous en avez un petit peu en Allemagne, mais c'est plus limité. Donc on va dire qu'il y a quand même le choix suivant, comme je disais tout à l'heure, privilégier la proximité pour éventuellement pouvoir répéter les visites si vraiment vous prenez de passion pour le sujet. Et en milieu naturel, c'est l'Afrique et l'Asie, hein, pour les orang-outans. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, le plus simple, c'est de se diriger vers l'Ouganda qui regroupe chimpanzés et gorilles dans un même site, quoi. Enfin, en tout cas très proche. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que, une petite anecdote, n'oubliez pas que le chimpanzé est plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille génétiquement. Donc voilà, ça nous replace un petit peu au milieu de tout ça. Merci pour ces explications.